si on laisse de côté les œuvres immortelles qu'ont écrit nos invités. Il y en a beaucoup. Moi, j'ai revenir sur la machine de différence qui est un fondateur du genre, où effectivement, la machine de Charles Babbage, c'est l'ordinateur qui aurait pu fonctionner, si on avait pu aller jusqu'au bout, elle aurait pu fonctionner. Donc on essaie d'imaginer ce que pourrait être une société dans laquelle l'ordinateur arrive à une époque qui n'est pas la nôtre. Voilà. Et ce concept-là, déjà, à la base, je trouvais ça extraordinairement fascinant. C'est-à-dire qu'on met en place une machine, qu'est-ce qu'on en fait? Parce que c'est toujours la même chose. Une machine, c'est bien, mais à quoi elle sert? Une machine seule, ça ne veut rien dire. Il faut qu'elle ait une utilité. Donc la question à se poser, là où Steampunk creuse, et là où c'est intéressant, c'est quelle utilité j'ai pour ce type de machine? Et c'est ça qui, moi, me paraît le plus intéressant dans Steampunk. Et on sort justement de toute cette quincaillerie qui va bien et qui nous saute aux yeux, parce que la première chose quand on ouvre un bouquin de Steampunk, généralement la couverture elle est très jolie aussi, mais elle est bien cuivrée, il y a des boutons partout, il y a des rivets, le choix. Et puis à un moment on regarde la Tour Eiffel et on se dit la Tour Eiffel elle est Steampunk en fait. Parce que, alors elle n'est pas machine, mais c'est Steampunk. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est qu'est-ce que je prends, quelle machine, quels impacts ces machines ont sur... ou quel impact peut avoir l'absence de machine. Je vais prendre une micro-livre, Steampunk et pas Steampunk. On va prendre Nicolas Le Breton, les âmes enchaînées, les âmes envolées, les cœurs enchaînés. Il n'y a pas de voiture, ça n'existe pas la voiture dans son monde. Le moteur à combustion n'a pas été inventé, il n'y a pas de voiture, en gros tout le monde se balade en zeppelin, etc. Il n'y a pas non plus le jetpack, qui aurait pu arriver aussi, ça aurait été vachement plus cool pour le transport individuel, mais on est sur du zeppelin, donc on est sur des batailles aériennes, on est sur une guerre, parce qu'il va y avoir une première guerre mondiale qui ne va pas avoir lieu au sol, ou tout du moins qui va avoir lieu aussi dans les airs, mais pas avec des avions, pas avec des plus hauts mais avec des zeppelins. Voilà. Donc c'est en gros la technologie, la machine, qu'est-ce qu'elle change dans la société et qu'est-ce qu'elle ne change pas dans son absence. Donc la machine qui dépasse la métaphore, qui devient un effet de sens et un effet de questionnement. Tout à fait. Bon, j'ai compris. Il y a une chose dont je voudrais vous parler, parce que nous sommes à Nantes, non loin de là, ici il y a les machines de Lille. Et il y a donc la figure tutélaire de Jules Verne, qui encore une fois surgit les eaux sur l'affiche du festival cette année. Et Jules Verne qui a été entre autres un écrivain de la machine. Le steampunk joue beaucoup avec l'imaginaire vernien, et ce serait peut-être intéressant que vous nous expliquiez votre vision de ce jeu-là, parce que le steampunk n'est pas du tout écrire à la manière de Jules Verne. Donc, très rapidement, c'est un peu comme, à mon sens, alors après on peut se poser aussi la question de savoir si le steampunk est une esthétique ou un genre ou un traitement, mais bon, si on aborde le steampunk sous l'angle de la prospective scientifique, aujourd'hui quand on écrit du steampunk, on se base évidemment sur un passé qui n'a pas existé et pour prendre l'aspect de la machine, sur un chemin technologique qui n'a pas existé. Si je reprends l'exemple de Space 1889, l'éther, c'est une théorie scientifique qu'on a réfutée depuis. Il y a beaucoup en fait de steampunk aujourd'hui qui se fondent sur une science dont on sait qu'elle est impossible aujourd'hui parce qu'elle se base sur une théorie scientifique qui a été réfutée depuis. Verne fait de la prospective, fait de la science-fiction sur ce qu'il sait de la science à son époque. Donc, je veux dire, l'énormité, c'est steampunk par rétroaction. La nostalgie de la machine se trouve là quand on prend le canon de la Terre à la Lune. Si on fait les calculs, on sait aujourd'hui que c'est impossible, ça ne marche pas, l'accélération est beaucoup trop forte. À l'époque, ça tient déjà un peu plus, ça tient plus la route. Donc pour moi, tout le jeu, en tout cas sur la technologie du steampunk, se trouve là et Verne est totalement au cœur de ça, c'est-à-dire une prospective du mieux possible. Et quand on fait du steampunk, on se replace dans des présupposés scientifiques antérieurs. Pas mieux. Non mais très ouais. Et juste dire, oui, en fait, vu d'aujourd'hui, effectivement, Jules Verne a ce côté steampunk, vu de son époque, c'est carrément un auteur de l'art science, voilà, puisqu'il se documentait énormément sur les sciences et techniques de son époque et il poussait au son maximum la logique scientifique, voilà, les effets de ces machines. Et qui dit machine, dit constructeur de machines.
Et une des forces du steampunk, une des choses que j'aime dans le steampunk, c'est sa capacité à reprendre, retrouver, réhabiliter, réenchanter des figures qui sont des clichés totalement éculés. Je pense notamment à la figure du grand méchant qui peut être le savant fou. Un savant fou aujourd'hui, c'est assez naze, mais un savant fou dans un roman steampunk, ça redevient cool, voire même inquiétant. Et Olivier, j'aimerais que tu nous parles un petit peu justement de ton approche du méchant, parce que j'ai eu l'impression en te lisant que tu y allais assez franchement. En fait, j'ai un vrai super méchant planqué derrière. Déjà pour moi, le savant fou ne peut plus exister du tout de nos jours, parce qu'on en a déjà parlé à une autre conférence, hein, donc si je radote, vous m'arrêtez ou pas. Maintenant on est en travail d'équipe, on pourrait avoir un chef d'entreprise fou qui mène ses laboratoires à la Bayette, mais on ne pourrait pas avoir le savant fou dans son labo, dans son château, zébré d'éclairs et qui rigole, on l'a plus ça. Donc faire du steampunk, ça le mérite déjà de pouvoir leur sortir du chapeau. En plus, vous cherchez dans l'histoire des savants fous, on en a, même si c'était peut-être gentil. J'ai des bons savants fous dans mon roman, genre Louis-Guillaume Perrault, l'inventeur de la moto. Il était bien animé a priori, donc on a un gentil savant fou que je peux utiliser du côté des bons. Et on peut, par contre, on est aussi à un moment où on aurait pu avoir un savant fou richissime qui, au lieu de faire fabriquer des châteaux en Bavière, mettrait sa gigantesque fortune au service de créer une science électrique pendant que les autres sont encore bloqués sur la vapeur, par exemple. Donc on a vraiment plus de liberté sur le passé pour trouver du savant fou qui va exploiter quelque chose qui est notre quotidien, plutôt, que maintenant où s'il faut sortir un savant fou, c'est grotesque parce qu'on va sortir quelque chose pas crédible. On peut rester plus réaliste, paradoxalement, en restant dans le cycle, à mon avis. Et alors par contre, évidemment, si vous prenez le baron noir, les savants fous que j'ai sont en fait des comparses du super méchant, vous le connaîtrez dans quelques volumes si vous êtes sage. Et ceux-là ne comprennent pas ce qu'ils font, ils utilisent des armements et je règle souvent mes comptes, hein. C'est des gens qui existent et que je fais dans mes romans en tant que méchant pour pouvoir leur botter le derrière. Donc je peux y aller à fond. Oui, c'est vrai que tu as tout à fait raison. Aujourd'hui, il n'y a plus de ces figures de savants fous. Elles sont peut-être transposées chez des amis, je pense à quelqu'un comme Elon Musk, par exemple, de grands entrepreneurs. Alors, fous au sens où ils ont des idées terriblement folles et ambitieuses et ils essaient de se donner des moyens, donc exploration spatiale privée, Mars, enfin plein de choses, ou certains transhumanistes, par exemple, on peut c'est eux qui incarnent aujourd'hui un peu ces figures de savants fous, puisqu'ils effraient quand même par toutes les perspectives qu'ils peuvent ouvrir, c'est assez fascinant. Oui, et puis c'est aussi un peu mon dada sur la personnel, sur la sémantique des machines, aussi la sémantique de la science. Aujourd'hui, justement, quand tu dis sur le transhumanisme, ce sont des technologies qui sont des outils dont on ne sait pas trop ce qu'ils vont donner plus tard, et que on est dans une espèce de zone moralement ambiguë, alors que le savant fou, comme tu disais justement, c'est vachement bien, on peut lui botter les fesses à la fin et on sait que tout sera bien. En dehors du steampunk, on va retrouver des savants fous dans les personnages du comics, qui sont méchants. Là, on va retrouver, dans les cas fantastiques, je me souviens plus du nom du méchant, voilà, Dr. Doom. Généralement, il va y avoir deux choses. La première, c'est évidemment une palanquée de labos qui travaillent pour eux, les gens ne savent pas ce qu'ils font exactement. Donc, un labo travaille sur une partie, un autre labo travaille sur une autre partie, et puis il y a tout un tout petit groupe de personnes qui va être capable de faire les liens entre eux. Et puis il y a le fait que il est très 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 riche, effectivement. Ça nécessite pour avoir de la machine, qui puisse être une arme de destruction massive, il faut effectivement des gens qui sont capables. Alors pour steampunk, on n'est pas forcément obligé d'être très 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 riche pour inventer l'arme qui va tuer un maximum. Donc Lionel, tu as évoqué la question épineuse du steampunk entre genre et esthétisme. Est-ce que tu peux développer ton idée
et après tu feras chier avec tes caméras. C'est vrai que quand les gens évoquent le steampunk, quand j'étais allé quand on va notamment à la convention mondiale ou dans même les conventions de cosplay ou ce genre de choses, tout ce qui est steampunk en général, il y a vraiment toute une esthétique qu'on a un peu évoquée, qui est très développée, justement le corset, les goggles, les gadgets chromés ou cuivrés plus exactement. Et toute la question se pose de est-ce que c'est un peu comme en France on a tendance à dire l'horreur est un traitement qui se rattache au fantastique, qui est un genre. Le steampunk est-il un traitement ou une esthétique? Dans l'imaginaire collectif, et moi le premier, le steampunk avant tout c'est cette esthétique-là. Et on le voit notamment, en tout cas de ce que j'ai l'impression de voir du monde américain, l'aspect historique passe quand même très au second plan. La vraisemblance historique et le jeu uchronique est très secondaire. Du coup, alors moi j'ai pas vraiment de réponse là-dessus, mais je pense qu'il y a toute la partie émergée du genre, c'est son esthétique, et je pense que ça fait un peu passer, ce qui est un peu dommage, un peu passer sous silence, tout le travail uchronique qui va derrière, et qui est d'ailleurs souvent, c'est une dimension dont l'existence on l'oublie, est souvent assez déplorée par les auteurs, c'est comme ça. Est-ce que vous êtes fâché? Non, pas du tout. Je rassure. C'est vrai qu'on voit plus effectivement ce qui prédomine dans la vision qu'on a du steampunk, c'est effectivement toute l'ingénierie qui va bien avec. Mais de la même façon, en SF, on voit aussi toute l'ingénierie, on voit les vaisseaux spatiaux, on voit les aliens, et on voit pas tout le travail de richesse qui est derrière. Ce qu'il y a d'intéressant aussi dans le steampunk, c'est que généralement le côté uchronique, il ressort par le fait qu'on mélange allègrement des personnages réels, mais aussi des personnages de fiction. Et ce qui fait que ça ajoute encore une dimension, c'est-à-dire qu'en plus de dire on va refaire sur une période historique, on va faire des personnages, on va enlever des personnages réels qui vont faire vraiment ce qu'ils ont fait, etc. On y ajoute des personnages comme Conan Doyle, et Sherlock Holmes, on va y mettre j'ai perdu son nom, l'aventurier, le grand aventurier. Incarné par Alan Quatermain. Voilà, Alan Quatermain ou un autre. On va y mettre des personnages qui sont des personnages de fiction et qui vont interagir avec des personnages réels. Et ça va donner quelque chose d'éclairant parce que ces personnages de fiction sont aussi le reflet de la société d'une époque vue par des personnes réelles, vues par des écrivains, et ça ajoute une dimension supplémentaire dans la capacité d'analyse pour le lecteur. Et ça éclaire encore plus sous un jour différent, l'histoire qui s'est déroulée, la société à cette époque-là, ça donne une dimension supplémentaire. Et un outil d'analyse supplémentaire aussi.